Oui, c'est une excellente question. L'imaginaire mélodramatique fait partie de l'identité québécoise à cause de la conquête. Tu sais, puis il y a beaucoup de mélancolie dans l'âme québécoise qu'on va voir au cinéma. Puis la mélancolie émane. La mélancolie, c'est quoi? C'est l'espèce de peine que tu peux avoir pour l'objet perdu. Puis l'objet perdu, ben c'est la mer. C'est la mère patrie qui nous laisse aux Anglais en 1760 sur les plaines d'Abraham et tout ça, qui nous laisse à notre sort. Puis nous, on survit, on s'attache, puis la religion qui nous sert, puis qui nous berce, qui nous dit, qui va devenir, OK, un peu notre mère, puis qui va nous dire quoi faire, quoi pas faire. La preuve de ça aussi, c'est qu'on refait les mêmes films souvent. Aurore, l'enfant martyr, qui a été fait en 1952, on va le refaire en 2004. Puis ça va avoir tout autant de succès que la version de 1952. Je veux dire, ça semble un peu en décalage, de prendre une histoire, un film qui a été fait en 1952, puis le faire quasiment exactement pareil comme l'original dans les années 2000, au moment où on est rendu complètement ailleurs. Alors, si on fait une lecture symptomatique de cet imaginaire-là, ben on voit que c'est nous autres, puis peut-être que c'est pour ça que le cinéma québécois n'atteint pas toujours son public. Hein? Je veux dire, il y a un paquet de gens qui ne vont pas aller voir les films québécois. Ils vont aller voir les films qui sont basés sur le modèle américain. Que ce soit Bon Cop, Bad Cop ou De Père en Fils ou des films qui sont des templates de cinéma américain, cinéma d'action, cinéma policier, cinéma de genre en fait. Puis que le cinéma d'auteur, mais c'est pas juste vrai du Québec ça. Sincèrement là, c'est dans pas mal tous les pays où il y a la production artistique, artisanale, cinéma d'auteur, puis il y a un cinéma commercial qui va avoir lieu là. Puis que les masses, les gens, les grandes quantités de gens, ils vont préférer aller voir les films commerciaux pour s'évader de la réalité et toutes ces choses-là. Puis que le cinéma d'auteur, c'est peut-être plus le truc des cinéphiles, des intellos. Fait qu'il y a il y a comme une structure des classes aussi dans la réception des films, comme il y en a une dans la société. Mais bien entendu, on n'en parle plus de ça au cinéma, hein, la structure des classes, ça c'est une autre histoire. Quand je regarde des films québécois, j'ai l'impression de voir ma famille. J'ai l'impression de voir mes amis parler. J'ai l'impression de voir des collègues, des étrangers à qui j'ai pas encore parlé. J'ai l'impression de voir tout le monde qui m'entoure, puis ça fait du bien comme sentiment. Alors que quand on regarde souvent des films américains ou même des films d'ailleurs, tu sais, oui, il y a des films qui sont excellents, puis qui sont capables de nous rejoindre, puis auxquels on est capable de se rattacher, mais souvent, il y a comme une espèce de mur qui se crée. Et c'est pas nécessairement une barrière linguistique, c'est vraiment comme une barrière d'écriture. J'ai l'impression que comme on a une force excessivement grande au Québec d'être capable d'écrire des films qui nous ressemblent puis qui parlent pour nous, contrairement aux films américains qui, des fois, vont parler pour les autres, qui vont montrer quelque chose qui ne nous rejoint pas, qui sont pas propres à nos émotions, qui sont pas propres à notre vécu. Mon oncle Antoine, c'est une fiction de Claude Jutras qui raconte l'histoire d'un petit gars qui doit aller chercher avec son oncle la dépouille d'un petit gars de son âge. Puis en revenant, il y a vraiment une situation assez particulière avec son oncle. Puis je pense que ça relate beaucoup la différence générationnelle entre les gens qui ont grandi dans la grande noirceur puis les gens qui veulent s'inscrire dans la modernité. Fait que c'est cette espèce de dualité-là qui s'inscrit encore une fois dans qu'est-ce qu'un Québécois, l'identité québécoise. Quand on arrive avec un film comme Les Ordres de Michel Brault, qui est un film extrêmement important dans la cinématographie québécoise, bien là aussi on retrouve des trucs documentaires, forcément, parce que Brault, c'était un des pères du cinéma québécois, qui avait appliqué les techniques du documentaire, du cinéma direct, dans la fiction, Entre la mer et l'eau douce. Il l'avait déjà fait en 1967-68. Puis là arrivent Les Ordres, dans la foulée d'octobre 70, où il décide de faire une fiction sur les conséquences des lois de mesure de guerre de Trudeau. C'est très chargé, en fait, de voir un film comme ça qui a marqué l'histoire du Québec à ce point. Et la grande qualité de ce film-là, c'est de prendre le temps, en fait. Donc, on est dans le grand mouvement du FLQ, il y a l'armée qui est là, c'est très, très, très... ça peut devenir très, très, très chaotique, ces moments-là. Mais ce que l'équipe créatrice a réussi à faire avec ce film-là, c'est vraiment de s'attarder aux personnages, de les rendre premièrement attachants et de le vivre vraiment
de façon empathique, de les voir vivre énormément d'émotions autour de ces choses-là. Je veux dire, c'est des gens qui viennent un peu de Monsieur, Madame, tout le monde. C'est des gens, c'est pas des super-héros à la base qui se sont impliqués dans ce mouvement-là. Ça venait des tripes. C'est très authentique dans la manière que ces personnages-là que ces comédiens-là ont interprété ces personnages-là. Puis moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué, malgré que ce soit un fait historique, presque documentaire, d'avoir réussi à en faire quelque chose de très narratif puis de très, j'allais dire, fictionnel, en fait. On est vraiment porté par cette histoire-là, puis on a envie de suivre puis d'avoir de la peine avec eux. Les Ordres est un film qu'on considère assez important dans l'histoire du cinéma québécois, mais je pense que c'est un film qui est extrêmement important pour moi aussi parce que il y a tellement une richesse dans le langage du film. Notamment, il y a la moitié du film qui est en couleur puis la moitié du film qui est en noir et blanc pour créer l'effet de en prison, c'est en couleur puis à l'extérieur, c'est en noir et blanc. Fait qu'il n'y a jamais vraiment un moment où on est vraiment en liberté. Surtout à ce moment-là, je pense que c'est surtout ça le propos du film, c'est que il y a des gens qui sont soumis à des ordres de d'autres personnes, puis ils n'ont pas le choix. Puis ça fait en sorte qu'il y a tellement des dilemmes, puis des enjeux moraux tellement riches, puis tellement puissants. Je pense que c'est un film qui me ressemble beaucoup parce qu'il y a tellement... Il pose tellement la question du langage du cinéma, qui est comme quelque chose qui est quand même vraiment important pour moi. Puis essayer d'amener ça à un autre niveau, de se poser des questions. C'est quoi les limites du cinéma de fiction, tu sais? Comme ça, tu veux pas me dire où c'est qui est ton mari? Je vous l'ai dit, il travaille, ça se peut, ça? OK. Puis quand même, toi? Où ça? Où ça? En prison. Monsieur, je peux pas vous le dire où est-ce qu'il est, je le sais pas, je peux pas vous le dire. Où c'est qu'il travaille? Mais je vous l'ai dit, il fait du taxi! Ah ouais, habille. Pas t'habiller. On l'amène. Je vais y aller, hein? Non. Le jeune policier, lui, il disait pas un mot. Il a rien fait. Il est resté avec ses deux mains en arrière du dos. Il parlait pas. Mais dans son air, là, on voyait qu'il trouvait ça écœurant. Peut-être qu'il était pas fier d'être policier, lui. Où un paquet de gens vont se retrouver à être arrêtés puis emprisonnés sans jamais qu'on leur explique pourquoi ils étaient en prison. Puis Brault va utiliser beaucoup de ces techniques-là documentaires puis de distanciation. Le film, d'ailleurs, débute avec les acteurs qui disent « Moi, je m'appelle Jean Lapointe et je joue le personnage de Clermont Boudreau ». Donc déjà, on est dans la distanciation, en regardant dans la caméra. Le noir et blanc aussi, l'utilisation du noir et blanc, des structures de récits atypiques, comment on raconte les histoires, lenteur assumée aussi dans le style. Puis c'est sûr qu'on est très, très loin du cinéma américain, même du cinéma américain de l'époque, parce qu'il y avait les jeunes auteurs là, qui commençaient, les Coppola, Scorsese, puis Spielberg, le New Hollywood qu'on appelait à l'époque, mais c'était quand même différent de ce qu'on faisait ici au Québec. On avait notre couleur à nous dans ces années-là. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas. Dans un cinéma mondialisé et tout ça, peut-être qu'on y arrivera plus tard, mais il me semble qu'il est édulcoré beaucoup, le cinéma québécois. Il a perdu ses spécificités qu'il y avait dans les années 60-70. Il y a quand même un pan de l'histoire du cinéma québécois dans les années 70 qui s'enligne beaucoup plus vers un cinéma commercial. Je pense que c'était l'éclosion. Justement, on sortait de l'église, on se permettait plus de folie. Fait qu'il y a des films érotiques qu'on appelait les films de fesses qui ont vraiment eu un gros succès au box-office au Québec. Ouais, tu sais, dans les années 70, c'est sûr que là, il y a une libération, une libéralisation aussi des mœurs. C'est après les années 60, c'est les boomers qui commencent à vieillir, la révolution sexuelle. Parce qu'en même temps, c'est ce qui se passe dans les années 60, la révolution sexuelle. Puis ça nous arrive ici au Québec, où on va capitaliser, si tu veux, sur ces tendances-là qui sont le sexploitation, dont
On parle dans ces termes-là à l'époque du genre sexploitation, l'exploitation du sexe dans les films, puis que là, il va y avoir tous ce qu'on appelait communément au Québec les films de cul, là, qui commencent pas mal avec Valérie, en fait, en 1969. Après ça, il y a Deux femmes en or, Les Mâles, 7 fois par jour. C'est toute une série de films qu'on va faire au début des années 70. Il y a aussi Deux femmes en or qui regroupent tellement un peu des étoiles du Québec. Il y avait Robert Charlebois, il y avait Yvon Deschamps, Monique Mercure. Fait il y avait vraiment des grandes figures de la culture québécoise populaire qui étaient dans ces films-là. Mon princesse, il fait zwing, zwing. Zwing, zwing, hein? Je peux-tu enlever mon coat avant? Oh oui. Merci, c'est parce que des fois, on sait pas, hein? Je peux être obligé de travailler quelques minutes là-dessus. Moi, vous checker le princesse, ça sera pas long. M'a checké le buzz avant. Fragile des princesses. Ah oui, ben on en va presque plus à cette heure, on les contempla. Ça, c'est bon, ça. Je vous recommande ça, le contempla. Non, ça, c'est correct. Hey, j'ai remarqué une affaire. C'est une Moses de belle petite place que vous avez, là, vous? Oui, c'est pas pire. Hey, j'ai bien aimé ça. Je m'en venais, je regardais presque toutes les maisons sont pareilles. Je me suis dit, au début, ça doit être mélangeant, mais après, on s'habitue, crème. On s'habitue à tout. Vous êtes proche de tout à part de ça. J'aime bien, bien, bien ça. Ce que j'aime, c'est que ça fait pas campagne, hein? Ah ben, ça fait pas ville non plus, mais quand même, c'est beau pareil. J'ai pas vu de magasin, il doit en avoir. Je sais pas, peut-être j'aimerais pas ça voyager soirée matin à cause du pont, tu sais. Ça doit être jamais des bouts, ça. J'ai remarqué que y a un qui a pas trop voyagé à l'heure des travailleurs. Attendez, mais ça, c'est... Merci beaucoup. Où est-ce qu'il est connecté? Là. On va aller voir ça. Non, non, dérangez-vous pas. Dérangez-vous pas, je vais tirer le lit. Attention! Pas trop pesant. Ah non, je suis habitué. Ma femme pesait 240. Bon, on va checker la connexion, correct. Oh, excusez. C'est bien chauffé ici, par exemple. Hein? C'est chauffé chaud, ça. Chauffé à l'électricité, ça, hein? Ça peut être plus chaud que ça. Encore? Ah, ben, je vous le conseille pas. Vous pourriez plus rien faire, là, vous? Bon, ça, c'est correct. C'est-tu un beau désennui, le téléphone, hein? Ah oui. Quand ça marche? Oui. J'allais le dire. Ah, moi, quand ça marche pas, c'est bien ennuyant. Ah oui. À la compagnie, nous disent tout le temps ça. Ils disent, les gars, arrangez-vous pour que ça marche. Sans ça, ça marchera pas. Vous êtes drôle, vous? Ah oui. C'est comme ça qu'on est venu la plus grosse compagnie de téléphone, nous autres. On est la plus grosse compagnie de téléphone. Vous rendez-vous compte de ça, vous? Vous êtes la seule. Ah oui, mais même s'il y en aura d'autres, on sera plus grosse pareil. On va checker avec l'office, là. Allô? Alfred? Non, c'est juste un check, ça, là. Allô? C'est un appel, OK. personne à personne. Hey, madame, vous êtes pas pluguée, là, vous. C'est une nono, les femmes. Si vous avez d'autres problèmes, vous avez rien qu'à nous rappeler. C'est pas moi qui va venir, parce que là, je vais changer de job, probablement. Ils m'ont dit où qu'ils étaient pour me monter. Puis là, je m'en vais travailler des poteaux. J'aime bien ça au grand air, tout ça. Vous avez une ceinture taille basse, vous aussi? Ah oui, ben c'est parce que je suis pas bien grand. Puis si je la remonte à trop, je la rends en dessous des bras. Bon, ben, si vous avez d'autres problèmes de téléphone, téléphonez-nous, on est là pour ça. OK? Bonjour, madame. Salut. Puis ça fait en sorte que c'était des énormes succès au box-office. Si je me souviens bien, Deux femmes en or, il y avait 2 millions d'entrées. Fait qu'on parle pas de 2 millions de dollars, mais on parle de 2 millions d'entrées au box-office. C'est hallucinant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un film qui réussit à avoir autant de gens qui vont le voir au cinéma. Ça, c'est un autre problème qu'on va peut-être pouvoir en parler tantôt. Mais fait à ce moment-là, dans les 70, il y a eu des énormes succès au box-office. Fait que ça a comme ouvert la porte vers le cinéma commercial. C'est comme ça, la première vague du cinéma commercial au Québec, c'était vraiment avec ces films-là. Parce que ça, c'est un des deux ingrédients, justement, du cinéma, sex and violence, là. Je veux dire, si tu as de la violence, comme je te disais précédemment, c'est ça, le cinéma d'action. Tu peux avoir des trucs très complexes qui vont être résolus avec des solutions simples. Bang! T'sais. Puis le sexe, ben, ça capitalise sur le fondement même du cinéma, qui est l'affaire du voyeurisme. Tu sais, un côté voyeur à regarder des films. Alors, puis il y en a toujours eu, depuis son inception en 1895, des films où on voyait des femmes nues, par exemple, de l'érotisme, tu sais.
Fait que c'était pas de la pornographie, ce cinéma-là, parce que à la même époque, ça sortait aussi de l'underground, beaucoup. Tu sais, un film comme Deep Throat, ça s'appelait Gorge profonde, là, en 1972, a été accusé, c'était comme un des premiers vrais gros films porno, si tu veux. Puis, ben, ça avait été envoyé, on avait envoyé ça en cours aux États-Unis pour voir, parce qu'il y avait des lois sur l'obscénité. Puis ça a tombé, ces lois-là, au début des années 70, les lois sur l'obscénité. Puis à ce moment-là, ben, ça a ouvert la porte à tout le cinéma porno. Mais nous, on n'a pas fait vraiment du cinéma porno. C'était du sexploitation, c'était de l'érotisme assez léger. T'sais. On voyait des seins, on voyait des fesses, très rarement un sexe masculin, par exemple, de face. On ne voit pas ces choses-là dans le cinéma. Encore moins ce qui est propre à la pornographie, les pénétrations à gros plan, tout ce qu'on comprend comme étant de la porno. C'était pas ça, mais il y avait quand même quelque chose de libérateur là-dedans, parce que le clergé, tellement longtemps, on vivait dans une société puritaine, puis le clergé, tellement longtemps, nous a dit que c'était mal, ces choses-là, c'était péché, puis que là, tout à coup, on commence à s'émanciper de ces vieux dogmes-là religieux. C'est un peu une ramification, un effet de notre émancipation collective aussi. Ouais, on peut le voir comme des produits commerciaux un peu crasses, un peu, tu sais, que des producteurs comme Claude Héroux, Denis Héroux, des enfants de même vont dire, OK, il y a du cash à faire avec ça, si on montre des belles femmes tout nues à l'écran. Mais il y a un côté aussi intéressant d'un point de vue anthropologique, puis avec du recul, sociologique, tu sais, de regarder ces films-là et dire, right, c'était l'époque, c'était ça, puis pas juste ici. La censure, elle éclatait partout, en Occident, du moins, dans les pays occidentaux. Fait que le sexploitation, c'est une partie de notre histoire qu'on peut regarder avec une petite gêne, des fois, parce que quand on voit ces films-là, on s'aperçoit qu'ils sont pas très bons. Si au moins ils avaient été bons, les films, puis s'ils avaient été bien tournés. Alors, c'est pas ça, c'est comme du théâtre filmé, c'est frontal, les jokes sont plates, les jokes de mon oncle un peu, là, révolus, là, un peu sexistes, macho, etc. Fait que, ouais, c'est des produits de leur époque, hein. C'est ça. Aussitôt que je suis sorti du secondaire, j'ai voulu développer mon amour pour le cinéma. J'ai voulu l'explorer un peu plus, à un point tel où les cours dans lesquels j'allais au cégep m'intéressaient pas du tout comparé à ce que je savais qui existait. J'avais des amis qui étudiaient en cinéma, André Laurando, puis ils me parlaient des films qu'ils regardaient, puis ils me parlaient de toutes les œuvres qu'ils absorbaient, puis je me disais, mon Dieu, que ça a l'air intéressant. Même si c'était pas des films que j'aurais regardés par moi-même, j'avais envie au moins d'assister à des cours qui présentaient ces films-là. Fait que secrètement, j'allais une fois de temps en temps à André Laurando, puis je me passais pour un élève, là, tu sais. J'allais dans des cours de cinéma avec mes amis, puis je disais pas j'étais qui, tu sais. Puis un des cours qui m'avait marqué, c'était un cours avec un professeur qui s'appelle François. Il sait pas du tout je suis qui, là, je pense qu'il sait. Il sait pas du tout que j'étais pas un élève dans ses classes, mais il avait présenté un film qui s'appelle Mourir à tue-tête. Il n'y a pas un homme qui va se reconnaître dans ce violeur-là. Il est bien trop dégueulasse. Ils vont lire ça comme les descriptions des viols qu'ils lisent dans les journaux. Comme si ça arrivait avec quelqu'un d'autre, à quelque part ailleurs, loin. Ah, je sais. Mais en même temps, si on veut créer une référence, que tout le monde comprenne, c'est important qu'il soit là, ce viol-là. Le viol dégueulasse, là. Dans le fond d'un troc. Ça, tout le monde comprend, tout le monde trouve ça épouvantable. Tout le monde trouve ça effrayant. Puis que les hommes se reconnaissent pas dans ce violeur-là, je suis pas sûre, moi. Ah, c'est vrai que c'est pas sûr, ça. Non, parce que l'autre jour, Jacques est rentré dans la salle de montage, puis j'étais justement en train de montrer la séquence du viol. J'ai montré, voir ce qu'il en pensait. Ma fille, j'étais pas mal surprise. C'est pour dire qu'on connaît pas grand-chose de la réaction des hommes. Il savait bien que dans le film, on voulait pas provoquer de désir sexuel chez le spectateur, mais... Apparemment que quand le violeur la déshabille puis qu'il arrache son linge, au moment de la prise de possession, apparemment que c'est bien difficile pour un homme de pas trouver ça érotique. Peut-être que c'est normal, ça, l'instinct de viol. Peut-être qu'ils l'ont tous. Peut-être que ça fait partie du pouvoir sexuel de l'homme, ça, la domination.
Fait qu'il faut qu'on apprenne à connaître ça. Apprendre à vivre avec. Avec une façon de l'utiliser qui est positive. Je m'écarte du sujet pas mal, là. Non, on est en plein dedans. Parce que la vérité, tu sais, on la cherche. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'il faut pas les voir ensemble. C'est pas un couple, le viol. C'est même le contraire d'un couple. C'est quelqu'un qui se fait prendre son identité. Quelqu'un qui se fait prendre de force. Quelqu'un qui se fait tuer en dedans. On peut la voir, elle, après, quand le viol est fini. Là, on peut être avec elle. On n'a plus besoin d'être à sa place. C'est un film qui se permettait de parler de sujets excessivement tabous, c'est-à-dire le viol, qui est un sujet dans ces années-là, puis même encore aujourd'hui, dont on est réticent de parler. T'sais. Mais c'est un film qui le criait avec une férocité monstre, là, avec des scènes qui sont choquantes encore aujourd'hui. Puis le fait que ce soit un film québécois, particulièrement, avec une sensibilité par rapport à la condition de la femme qu'on ne voyait pas ailleurs dans ces années-là, c'est impressionnant. Puis je comprenais pourquoi on le montrait dans ce cours-là, parce que c'est une partie de notre histoire dont pas tout le monde a entendu parler, mais qui a été reconnue à l'international. Puis de voir une réalisatrice, il n'y avait pas beaucoup de réalisatrices à ce moment-là, mais de voir une réalisatrice se permettre de parler de ce genre de choses-là avec autant de confiance, ça fait beaucoup de bien. Même avec un film qui est choquant, je le répète, avec raison. Si vous voulez regarder ce film-là, qui est disponible sur YouTube avec la chaîne de l'ONF, si vous voulez le regarder, vous vous apprêtez à voir quelque chose qui va vous marquer, probablement, mais qui va vous marquer pour une bonne raison. Parce qu'il y a une réalité cachée derrière ce film-là qu'on voit pas beaucoup. Puis ça rentre dans la mouvance aussi de la 2e ou 3e vague de féminisme des années 70. Il faut pas oublier 1975, c'était l'année internationale de la femme. Puis qu'à ce moment-là, on essaie de tout ramener ensemble. Puis tu as une cinéaste comme Anne-Claire Poirier qui, dans Mourir à tue-tête, va vraiment s'attaquer à un sujet qui est extrêmement difficile, qui est le viol. Et c'est sûr que c'est pas un film qui est facile à regarder, mais en même temps, elle dit tellement de choses. C'est tout le temps dans une perspective des femmes. C'est pas l'histoire d'un viol raconté par un homme. Même juste comment c'est filmé, comment c'est déconstruit, encore une fois, la chose. Elle déconstruit quelque chose. Puis, c'est ça qui le rend intéressant, en fait. Au-delà du shock value que tu peux avoir quand tu vois Mourir à tue-tête, parce qu'il y a une scène de viol au début qui dure 15-20 minutes en caméra subjective, qui est très difficile à regarder. Puis, à un moment donné, pouf, ça arrête. Puis là, c'est comme un zoom-out, si tu veux, en quelque sorte, où on voit Micheline Langto puis Monique Miller qui jouent le rôle de 2 monteuses. Puis qui disent hey, « c'est même trop écœurant, ce qu'on est en train de montrer là. » Ils jouent les monteuses dans le film qui montent une scène de viol. Fait qu'il y a comme un télescopage, il y a comme une mise en abîme, qu'on va dire, de cette chose-là, qui rend ça supportable. Parce que si c'était de la fiction classique tournée en continuité, machin, avec toutes les règles du découpage de l'espace classique, ça serait probablement insupportable de regarder le film. Mais dans ce cas-ci, la distance, c'est aussi politique. C'est toujours politique, la distanciation. Fait qu'il y a cette branche-là du cinéma québécois qui passe par des Jean-Pierre Lefebvre, des Gilles Groulx, Brault d'une certaine mesure à cette époque-là, puis Anne-Claire Poirier aussi, qui est vraiment une cinéaste engagée. Qui fait pas des films pour rien. Ses films sont tout le temps importants, les sujets qu'elle aborde, puis elle a sa propre voix, elle, là-dedans. Mais Mourir à tue-tête, c'est vraiment un incontournable. C'est sûr qu'aujourd'hui, on le présente plus, puis on le passerait jamais à la télévision. Mais heureusement, l'Office national du film du Canada a son site, le site sur lequel tu peux aller les voir, tous ces films-là. Puis ils nous appartiennent, en fait, sont financés par les payeurs de taxes. Tu sais, contrairement aux États-Unis, c'est les studios privés, ça, que ce soit Warner Brothers ou Universal ou peu importe, ou Disney, ou même Netflix, aujourd'hui, c'est privé, tout ça. C'est pas les payeurs de taxes américains qui financent ça. Mais au Canada, puis au Québec, ça nous appartient. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'ils ont mis ça en ligne, ça fait partie, puis on a un sens du patrimoine. Tu comprends? C'est pas juste des produits consommables, produits en réaction à un marché, consommables et jetables. À l'époque, on faisait confiance aux artistes. On leur disait, OK, on te donne l'argent, là, puis c'est l'argent des contribuables. Fais un film sur ce sujet-là, qui est un sujet important. Puis on voit qu'ils ont de la pérennité, ces films-là aussi. Pour moi, ils durent plus que les films commerciaux qu'on fait aujourd'hui.
Ah! Nomme-moi le film le plus vieux que tu connais. Le plus vieux que je connais, ça doit être genre... cuirassé botanique, là. La face à la lune, là. Que je sais même pas c'est qui a réalisé ça. Le cuirassé Potemkin, mettons. Le cuirassé Potemkin. Botanique. Le plus vieux que Ouais. je connais. Probablement Modern Times de Charlie Chaplin. Ouais. Les temps modernes. Ben, je vais dire le voyage sur la Lune de Méliès. Je suis pas sûr que ça s'appelle le voyage sur la Lune, mais je pense que c'est le plus vieux que je connais. OK. Ça date de quelle année environ, est-ce que tu sais? OK, pour être vraiment, j'essaie, là, 1905. OK, 1905. Non, mais c'est très bien. Oui, là. c'est pas, ça C'est peut... ça. Ben oui, c'était 1902. Fuck! Citizen King. OK. C'est vieux, ça. Oui, c'est pas mal vieux. Mais il y a des trucs plus vieux, mais... Que t'as jamais vu. Jamais, ouais, exact. OK. Puis le film le plus vieux québécois Qui existe? que t'as vu, que tu connais. Que j'ai vu, je pense, c'est genre La Guerre des Tucs. Que j'ai vu. Ouais. Sinon, dans les vieux films québécois, il y a... J'ai connaissance d'un Séraphin. Il me semble que... 50! Ah, c'est Pristi! Hey, pas pire! Hey! Fait que... Ouais, c'est ça. Jusqu'à là, tu bois Charles. J'ai gagné. Hey, je pense que le plus loin que je peux se dire, ça serait genre la guerre des Tucs, là. Ben, je vais dire mon oncle Antoine, on dirait que c'est comme le référent classique là, de Jutra, celui dont on ne peut plus prononcer le nom. Mais... C'est comme le deuxième à dire ça. ouais, on est comme plus supposé dire son nom, je pense. Mais en tout cas, mon oncle Antoine, là, qui est allé un peu partout sur la scène internationale. Là. Québécois, ce serait Aurore l'enfant martyr. Ouais. Ouais. C'est le même pour moi aussi. Oui, OK. Puis il y a Un homme et son péché aussi. Ouais. Ouais. Le plus vieux film québécois que je connais. Oh my God. Petit coq. Yo, c'était en 52. That's it. What the fuck?